Donc, le but de cette conférence était de faire connaître un peu l'histoire de la communauté juive de Gaza, parce qu'effectivement, on nous présente beaucoup Gaza comme le bourbier où Israël patauge fois après fois avec tous les problèmes qu'on a eu à Gaza. C'est une façon très fausse de présenter la région de Gaza, qui a été une communauté qui a traversé l'histoire depuis l'époque biblique jusqu'à l'époque moderne, avec beaucoup d'aléas. Et on va essayer de connaître un petit peu, de partir à la découverte de cette communauté juive de Gaza. Là, on voit le coucher du soleil sur la plage de Gaza. Euh, il y a de très belles plages à Gaza, ça aussi, on n'en parle jamais. Chaque fois qu'on voit Gaza, c'est pour voir des maisons qui explosent ou des soldats qui sont en train de se battre. Et on n'a pas ce beau coucher de soleil. Alors, si je pars, d'abord, je rappelle juste à l'époque biblique que la région de Gaza faisait partie d'une fédération de 5 villes Plishtim, des Plishtim, les Philistins, qui avaient 5 villes, Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gath et Gaza, donc fait partie de cette coalition, mais ça va être pris par Israël et va faire partie intégrante de l'État d'Israël. Alors, déjà à l'époque de la Mishnah et de la Gemara, on nous parle de Gaza. Par exemple, je ne vais pas rentrer maintenant, je ne vais pas lire avec vous la Mishnah et la Gemara qui sont devant vous, mais la Mishnah part du principe qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas nommer un chacham, on ne peut pas donner la smicha, donc l'ordination rabbinique, à un chacham en dehors d'Eretz Israël. Et là-bas, la Mishnah nous parle de Rabbi Yitzhak bar Nachman de Hava be'Aza. Et à l'époque, Aza, ce qui s'est passé, c'est que ça a été fait partie d'Israël, mais en Israël, il y a différentes zones qui ont différents euh, statuts par rapport à la halacha. Par exemple, la région de Gaza, les Chachamim l'ont dispensé à l'époque du Second Temple, la fin du Second Temple, l'ont dispensé de la mitzvah de la Shemitah. On n'avait pas besoin de faire l'année shabbatique à Gaza. Mais ça ne veut pas dire que Gaza n'est pas Eretz Israël. La même décision a été donnée à Beth She'an. Beth She'an, dans la vallée du Jourdain, qui est aussi partie intégrante d'Eretz Israël. À l'époque, les Chachamim avaient mis entre parenthèses l'observation de la Shemitah pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, on était soumis à un occupant très sympathique qui s'appelait l'Empire romain. Et l'Empire romain était génial dans ce sens où ils ont dit aux Juifs, vous voulez faire Shabbat et ne pas travailler un jour par semaine, faites Shabbat, pas de problème. Vous voulez manger kasher, mangez kasher. Vous voulez faire la Shemitah et ne pas travailler pendant une année, ne travaillez pas pendant une année, pas de problème. On a juste une petite demande. Les impôts, vous les payez. Vous comprenez qu'une communauté agricole ne peut pas payer d'impôts si on ne travaille pas pendant un an, avec quoi on va payer des impôts? On a à peine de quoi vivre. Et donc, les Chachamim ont essayé de limiter un petit peu l'application de la Shemitah. Et à cause de ça, il y a cette question qui se pose, est-ce qu'on peut faire la smicha des Chachamim à Gaza ou pas? Je ne rentre pas maintenant dans la discussion rabbinique. Et je vous ai amené encore d'autres textes. Par exemple, un texte qui nous parle de problèmes de marché où il y a des fêtes idolâtres qui se tiennent. Et la Gemara va poser la question, qu'est-ce qui se passe au marché? Quelle est la situation au marché de Gaza. Donc, si le Talmud se préoccupe de la situation des fêtes païennes à Gaza, il faut comprendre qu'il y a une grande communauté juive. S'il n'y a pas de communauté juive, bon, on n'a pas de problème de halakha parce qu'il y a de l'idolâtrie à Gaza. Le Talmud ne demande pas qu'est-ce qui se passe sur le marché de Rome ou sur le marché d'Athènes. Là-bas, ce sont des villes païennes et c'est évident qu'il y a de l'idolâtrie. La question se pose à Gaza où il y a une grande communauté juive. Comment vivre avec cette fête païenne qui se tient à Gaza? Là, d'ailleurs, le Talmud pose la même question avec le marché qui se tient à Hebron. Donc, on voit qu'il s'agit donc d'une ville qui est mentionnée dans la Mishnah. Euh, il y a une mitzvah dans la Torah qui parle de la tsara'at, cette espèce de lèpre religieuse qui peut atteindre les maisons. Et la Gemara nous raconte qu'à Gaza, il y avait un endroit où on avait une tradition que là-bas, on avait déposé les pierres d'une maison qui avait été atteinte de la Sarat. Donc, alors, la Sarat, c'est n'atteint que des maisons qui sont en Eretz Israël. Donc, de nouveau, on voit dans tous les textes rabbiniques de la Mishnah, de la Gemara, donc je parle depuis le 3e siècle jusqu'au 6e siècle,
de Gaza qui fait partie d'Eretz Israël, avec une communauté juive qui est présente sur les lieux. Au VIe siècle, on va découvrir au XXe siècle, une mosaïque du VIe siècle en Jordanie, à l'est du Jourdain, dans une ville qui s'appelle Madaba. Et là-bas, il y a une carte. Le sol de l'église est une mosaïque, qui est en fait une carte du pays d'Israël au VIe siècle. Vous la connaissez certainement parce qu'à Jérusalem, quand vous vous promenez dans la vieille ville, il y en a une qui affiche une copie de la partie de Jérusalem qui a été accrochée au mur sur le cardo à Jérusalem. Donc cette carte de Madaba, qui est une carte du pays d'Israël, je la montre devant vous. Elle n'est pas complète, elle était abîmée avec le temps, mais je vais mettre un petit peu en agrandi juste pour voir la chose suivante. Si vous regardez là, ce que je vous montre avec la souris, c'est Jérusalem. Et ce que je vous montre ici à droite, c'est Gaza. Vous voyez, c'est marqué Gaza. Si vous regardez, c'est point de vue taille. Bon, les tailles ne sont pas exactes sur la carte de Madaba. Il s'agit d'une ville importante. Une ville importante avec un cardo, avec tout ce qu'il faut pour en faire une ville, une police à l'époque romaine. Et donc, Gaza est une ville importante qui s'enorgueillit d'une communauté juive. Et d'ailleurs, notre amie Edith, qui est avec nous, d'ailleurs, je n'ai pas fait attention au début, je crois que j'ai entendu Ariel qui lui disait bonjour, elle parlait de cette mosaïque qu'on a retrouvée à Gaza, qui parle d'une synagogue qu'il y avait là-bas. Donc, une présence juive attestée à l'époque de la Mishnah et du Talmud, et des citations du nom de la ville de Gaza, de la communauté de Gaza dans le Talmud, etc. Alors, il y a une communauté qui va durer dans l'histoire et qui va se former souvent avec des gens qui viennent des autres communautés. À l'époque, on parle, vous savez qu'à partir de l'époque de l'arrivée des expulsés, des Juifs expulsés d'Espagne, on va parler des 4 communautés saintes, Aré Kodesh, on parle de Jérusalem, on parle de Hebron, on parle de Tibériade et Tzfat. Il y a une 5e une 5e ville, une 5e communauté, qui est la communauté de Gaza. Il y en a une 6e qui est celle de Yafo. Pourquoi est-ce qu'on parle de 4 villes saintes? Parce que là-bas, il y a des lieux saints. À Jérusalem, bien sûr, il y a le mont du Temple. À Hebron, il y a le tombeau des patriarches. À Tzfat, il y a le Hari et tous les Chachamim qui sont enterrés là-bas à Tzfat. À Tibériade, Rabbi Meir Balanès et encore d'autres. Donc, Gaza n'est pas dans les 4 Aré Kodesh, mais c'est une communauté juive florissante. Et quand la situation devient invivable dans les autres communautés, on se déplace de l'une à l'autre. Et par exemple, Rabbi Israël Nadjara, qui étudie à Tzfat, qui est un élève du Hari Akadosh, donc un élève kabbaliste du Hari, à la suite d'une épidémie de peste qui se déclare à Safed, il vient trouver refuge à Gaza. Très vite, la communauté va comprendre quel est le calibre de ce rabbin qui arrive parmi eux et vont le nommer, lui offrir le poste de grand rabbin de Gaza. Et Rabbi Israël Nadjara nous a laissé beaucoup de piyutim, beaucoup de chants, et une partie sont des zmirotes qu'on chante à la table du Shabbat. Et là, je vous propose quelque chose que j'ai commencé chez moi à la maison au début de cette guerre à Gaza, Haravot Barzel, les glaives de fer, de chanter à la table du Shabbat ces 2 chants qui sont devant vous, Yaribon Alam Ve'almaya et Ya'ala Ya'ala Boï le Gani. Le premier chant, Yaribon Olam, est chanté dans toutes les communautés ashkénazes séfarades. Ya'ala Ya'ala Boï le Gani est plus chanté dans les communautés séfarades. Mais je pense que voilà, il faut donner aussi le côté rouhani, le côté spirituel de cette guerre. Et chez nous, on essaie de chanter ça à la table du Shabbat. On va entendre quelques notes de la musique, comme ça, pour mettre dans l'ambiance.
יבוא דודי יכין צעדם ויאכל את פרי מגדיו יבוא דודי יכין צעדם ויאכל את פרי מגדיו אם ידידי ירחו נדודיו איך יחידה אשב על קני איך יחידה אשב על קני יעלה בואי לגני. J'arrête la musique et je m'excuse, je vois que les paroles que j'ai mises sont des paroles d'une adaptation moderne, c'est pas les paroles du Piyut, enfin, c'est pas grave. Il y a énormément de musique chantée dans toutes les communautés juives du monde. J'ai choisi de faire écouter la strophe qui est écrite en bas devant vous, on va laisser maintenant, mais on demande à Dieu de libérer son peuple de la bouche des lions. Ce peuple, sort ton peuple de l'exil, ce peuple que tu as choisi parmi toutes les nations. Alors voilà, à l'époque, il y a beaucoup dans les textes rabbiniques, les textes talmudiques, cette image du peuple d'Israël comme un agneau parmi 70 loups, la meute des nations et parmi les lions. Aujourd'hui, le lion s'est réveillé, c'est maintenant le lion, c'est nous, et ce lion se réveille et fait son boulot. Alors, la génération d'après, le siècle d'après, va arriver un rabbin qui arrive, lui, de Hebron, de Jérusalem, mais à l'origine du Maroc. Donc, ce que j'ai expliqué, que les Juifs de Gaza arrivent d'abord d'autres communautés et se déplacent vers Gaza. Et là, le rabbin Abraham Azoulay est très intéressant parce qu'il est arrivé du Maroc et qu'il a dû quitter à cause des situations catastrophiques à Fès. Voilà, Asher Ani betoch afecha sherafach Hashem ba'apo b'chamato ir tvurat avotai alea shalom ir Fès hameulala. Donc il vient de Fès, là-bas il y a eu de gros problèmes. Et il est obligé de quitter la ville et il a dit si c'est comme ça, il va à Jérusalem. Il va à Hebron. Il arrive donc à Hebron. Seulement à Hebron, où il a pensé trouver refuge, il va se déclarer la peste, et de Hebron, il va se déplacer à Jérusalem. Donc il se réfugie à Jérusalem, mais la peste le suit à Jérusalem, et donc il se déplace à Gaza. Là-bas, il n'y a pas de peste et il trouve donc refuge à Gaza. À Gaza, il va publier 2 livres. Alors, un livre pas moins connu, les Brit Avraham, vous voyez la photo devant vous. Je l'ai mis parce que si vous regardez la page de garde, vous voyez qu'en bas, c'est un peu dur à voir, mais il y a marqué que c'était publié pour la première fois à Gaza. Donc, c'est donc un livre, donc il n'y a pas seulement une communauté juive à Gaza, mais il y a aussi des apports importants à la musique juive, à la bibliothèque juive. On a parlé des Piyutim de Rabbi Israël Nadjara, on parle maintenant des livres de Rabbi Abraham Azoulay, mais moi, ce que je vais surtout parler, c'est d'un autre livre. L'autre livre d'abord pour présenter Rabbi Abraham Azoulay. Rabbi Abraham Azoulay est un géant de la Torah, un géant de la Kabbalah, et ça va être le grand-père d'un rabbin plus connu, le Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui était habité Hebron, et qui va être Shadar, donc qui va être envoyé par les Juifs de Hebron pour aller ramasser de l'argent dans le monde entier. Il a écrit 70 livres, 70 livres parce que au cours de ses pérégrinations, il va visiter des bibliothèques dans le monde entier et va recopier des manuscrits. À l'époque, il y a beaucoup de manuscrits. Il recopie des manuscrits et d'écrire une anthologie Shem Agdolim, une anthologie des grands d'Israël et de leurs écrits. Il est arrivé à la cour de Louis XVI à Paris. Il ira visiter la bibliothèque royale à Paris et les manuscrits juifs qui s'y trouvent. Ça, c'est le Chida. Mais revenons à son grand-père, Rabbi Abraham Azoulay, qui est donc rabbin à Gaza, et il écrit un deuxième livre. Et ce deuxième livre s'appelle le Chesed l'Avraham. Chesed l'Avraham, c'est un ouvrage de Kabbalah qui parle de beaucoup de choses sur les neshamot, les âmes, etc. Et il y a un texte que je voudrais lire avec vous. Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a lu comme paracha, on a lu dans la Torah la paracha de Vayetse.
quand notre ancêtre Jacob quitte la maison familiale à Hebron et va trouver refuge chez Laban à Haran. Et là-bas, en route, il s'endort et il a un rêve, un songe, et dans ce songe, il voit une échelle. Et sur cette échelle, il y a des anges qui montent et qui descendent. Les anges montent et descendent sur l'échelle. Déjà, Rachid fait remarquer qu'il y a quelque chose de pas logique là-dedans. Parce que les anges, ils sont censés venir du ciel. Donc les anges devraient descendre de l'échelle, dire bonjour à Jacob et remonter. Or, le texte dit d'abord ils montent, ensuite ils descendent. Et Rachid nous ramène à Midrash que les malachim qui accompagnent les humains pour les protéger, à Malach Agoeloti, on en reparlera tout à l'heure, ces malachim qui nous accompagnent, il y a des malachim d'une certaine stature qui sont les malachim d'Eretz Israël, mais eux ne peuvent pas sortir dans la galoute. Et quand on sort d'Eretz Israël, alors on a des malachim de seconde zone, second choix. Donc, Yaakov, les malachim qui étaient avec lui en Eretz Israël montent au ciel et arrivent d'autres malachim qui vont l'accompagner chez Laban. Ce qui pose déjà un problème, c'est qu'il y a un danger au moment où les malachim sont montés, mais les autres ne sont pas encore descendus. Et regardons ce que dit le Chesed d'Abraham. Hine, ha'adam b'chutz la'aretz, hayta lo nefesh me'olam ha'ofani. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, on a une neshama, un nefesh d'un certain niveau spirituel. Ou que chez Zenichnas l'Eretz. Et quand on fait son alia et qu'on arrive en Eretz Israël, balo nefesh chadasha me'olam ha'yitzira. On reçoit un supplément d'âme. Vous savez que Chachamim disent que le Shabbat, on a neshama yetera, on a un supplément d'âme le Shabbat et que on le perd le moitié Shabbat. Alors, dit le Chesed de l'Abraham, quand on fait son alia, on reçoit une âme spéciale, une âme d'Eretz Israël, qui est plus élevée que l'âme qu'on avait quand on n'était pas en Eretz Israël. Les deux âmes sont en symbiose. Mais la première nuit où on dort en Eretz Israël, les deux âmes remontent au ciel, comme chaque nuit. C'est pour ça que le matin, on dit Modéani, que Dieu nous ramène notre âme le matin. Ou Bachazara, mais le matin, quand les âmes sont censées revenir, Ena Choseret Ela Chadasha Bilvad. Il n'y a que l'âme d'Eretz Israël qui redescend. Celle de la galoute, elle ne revient plus. Velazé Ena Rouya Lonshim. Bon, je dis ça vous répond peut-être à une question, parce que souvent on se pose pourquoi est-ce qu'on comprend la Eretz Israël, notre vie en Israël d'une certaine façon, et qu'on voit que nos cousins, nos frères, nos parents, nos enfants qui sont restés en Chutz La'aretz, ils ne sont pas au diapason, ils parlent de façon très différente. Pour le Chesed de l'Abraham, c'est très clair. Le juif en Eretz Israël a une âme tout à fait un autre niveau que l'âme d'un juif en Chutz La'aretz. Il faut venir en Eretz Israël pour faire ce changement d'âme. J'ai fait cette conférence à des Israéliens, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui fait ça Yerida, qu'est-ce qui se passe quelqu'un qui revient, qui repart? Ça, c'est la suite du chapitre. Si vous voulez la suite, vous pouvez le lire dans le Chesed de l'Abraham, Ma'ayan Gimel Nahar Yudbet. Là-bas, vous avez tout ce qui se passe, comment ça se passe quand un juif arrive, quand il repart, etc. Mais la deuxième chose que dit le Chesed d'Abraham, et je trouve qu'elle est aussi, ça je l'ai dit parce que nous sommes tous, je pense, comme cette conférence est en français, je pense que la plupart, nous sommes des gens qui ont fait notre alia ou des gens qui vont là, qui ne sont pas encore en Israël, mais qui vont bientôt la faire. Le deuxième texte, qui est juste un peu plus loin dans le Chesed d'Abraham, est aussi incroyable. Veda, sache, chez Kol Mi Shedar Eretz Israël Nikrat Tzadik. Tout celui qui habite en Israël est appelé Tzadik. Gam She'enam Tzadikim Kefenye. Même si apparemment la personne n'a pas l'air de se conduire, que c'est souvent certainement ces juifs de France qui expliquent pourquoi on ne vient pas en Israël, parce qu'en France, on est tous des bons juifs, on peut Shabbat, on mange kasher dans la communauté, alors qu'en Israël, malheureusement, beaucoup de juifs ont un petit peu abandonné l'accomplissement des mitzvot, et donc il vaut mieux être un bon juif en France qu'un mauvais juif en Israël. Le Chesed d'Abraham dit rien compris. Un juif en Eretz Israël, par définition, il est tzaddik. Même si tu ne le comprends pas, au niveau de l'anshama, au niveau de son être, un juif d'Eretz Israël est un tzaddik. Je pense de nouveau que c'est très important quand on voit ce qui s'est passé dans les discussions et les manifestations qu'il y avait avant la guerre, dans le fait que des gens ont été enlevés, kidnappés, assassinés. Un juif qui meurt parce qu'il est juif est appelé Kadosh. Et
Ça, c'est quand il meurt. Mais quand il vit en Eretz-Israël, il s'appelle Tzadik. Ça, c'est le Chesed de l'Avraham. Donc, ces deux enseignements, je trouve magnifiques, d'un rabbin de Gaza. Et le Chesed de l'Avraham, vous pouvez l'acheter dans toutes les librairies. C'est un livre qui se trouve. Plus tard, de nouveau, on avance de nouveau un siècle. On va voir Nathan Ha'azati. Nathan Ha'azati est un rabbin qui arrive de Jérusalem et qui était reçu son ordination rabbinique des sommités rabbiniques. Rabbi Yaakov Chagiz de Jérusalem est un géant de la Torah et va donner cette ordination rabbinique à Abraham Nathan ben Elisha Chaim Alevi, Ashkenazi. Et lui va avoir un songe. Et dans ce songe de la nuit, il va avoir une révélation que Shabtai Tzvi est le Messie. C'est ça, Shabtai Tzvi, ce faux Messie qui est venu et qui a annoncé qu'il allait sortir Israël de l'exil. Et finalement, le sultan va lui proposer de choisir entre la vie ou l'abjuration. Et il va préférer se convertir à l'islam pour garder sa tête sur les épaules. Et ça se passe aussi à Gaza. Ça, c'est le rabbin de Gaza qui, jusqu'à ce moment-là, était un rabbin très sérieux. Après, bien sûr, après qu'il ait fait cause commune avec Shabtai Tzvi, on va le mettre au banc du rabbinisme, du judaïsme officiel. Mais ça se passe à Gaza. Donc, ça donne un petit peu la conscience de ce qu'est la communauté de Gaza, une communauté avec des géants rabbiniques comme Rabbi Israël Nadjara ou le Chesed de l'Abraham, Rabbi Abraham Azoulay, et des géants rabbiniques qui ont malheureusement mal tourné, comme Abraham Nathan de Gaza, qui aujourd'hui c'est plus connu sous le nom de Nathan de Gaza, qui a été le précurseur de Shabtai Tzvi. Et là maintenant on arrive à Gaza avec un personnage qui n'appartient pas à l'histoire locale. Il est venu pour une brève excursion dans notre beau pays. Donc Napoléon, dans sa campagne d'Orient, arrive à Damiette en Égypte. De là, il va remonter la côte d'Israël. Il va perdre la bataille à Akko, Saint-Jean d'Acre, et va revenir par le même chemin à Akko, Haïfa, Yafo, Gaza, vers le port de Damiette où il va rembarquer avec les résidus de son armée. Deux choses qui sont importantes pour notre histoire. La première chose, c'est que Napoléon est venu ici avec des scientifiques. Champollion, qui a la pierre de Rosette et découvert et déchiffré les hiéroglyphes, c'est pas notre propos ce soir, mais il a un médecin. Et ce médecin va être un des précurseurs de la médecine militaire. Dans le temps, un soldat blessé, il était blessé, on le laissait sur le terrain, et puis s'il survivait à ses blessures, il survivait. S'il ne survivait pas, il ne survivait pas. Le médecin de Napoléon commence à soigner les blessés. Et pour les soigner, il leur met des bandages avec un tissu qu'on fabrique à Gaza, qui s'appelle de la gaze. Donc, si vous demandez d'où vient le pas de Gaza, là, cette gaze médicale, pourquoi elle porte le nom de Gaza? Parce qu'elle a été fabriquée à Gaza. Et c'est Napoléon, le médecin en chef de l'armée de Napoléon, qui a commencé la médecine militaire avec ces pansements issus de Gaza. Alors, voilà, Gaza est connu dans le monde entier pour la pâte Gaza, la gaze de. Mais dans Alors, notre histoire comment on dit la gaze en hébreu? C'est Gaza, pareil? Gaza, En hébreu, c'est Gaza aussi? Gaza. Ouais. Et les petits carrés de pansement qu'on met, on appelle ça pad ce petit carré, pad Gaza, un pad de Gaza. Et donc ça vient de Napoléon. Mais ce qui m'intéresse dans notre propos sur la communauté de Gaza, c'est le fait que Napoléon, si vous vous rappelez, ceux qui ont vu au Louvre le tableau des pestiférés de Jaffa, les soldats de Napoléon, ce qui a vaincu Napoléon, c'est deux choses. C'est les forces turques aidées par les Anglais et la peste. Et donc, il a perdu une partie de ses soldats devant Akko, qu'il va abandonner au monastère des Carmélites à Haïfa. Il va perdre une autre partie à Yafo, il va les abandonner à Yafo, c'est le fameux tableau de Jéricho, les pestiférés de Jaffa, vous pouvez le voir au Louvre. Et une autre partie des pestiférés, il va les laisser à Gaza. Mais en les laissant à Gaza, il va en fait contaminer Gaza. Et en fait, c'est la fin de la communauté juive de Gaza. Les Gazaouis, y compris les Juifs, fuient Gaza parce que si on a parlé tout à l'heure de Rabbi Israël Nadjara qui est arrivé à cause de la peste à Tzfat, ou de Rabbi Abraham Azoulay qui arrive à cause de la peste à Hébron, à Jérusalem. Là maintenant, la peste est à Gaza et les Juifs de Gaza quittent la ville. Et maintenant, pour plus d'un demi-siècle, il n'y aura plus de communauté juive à Gaza. Donc cette communauté qui existait depuis pratiquement l'installation
du peuple juif sur sa terre, pas tout à fait au début, un petit peu après l'époque du roi Salomon. Il est déjà marqué que le roi Salomon régnait Mitifsar Vad Aza, qui a une présence juive pratiquement en continu. Cette présence va s'interrompre après la peste apportée par les soldats de Napoléon. C'est la Gaze dont on a parlé. Et je continue. Alors, Gaza, qui est donc une communauté juive, s'il y a des juifs, il y avait une synagogue. Où est cette synagogue? On ne sait pas, puisque la communauté s'est enfuie en 1799, mais on pouvait voir à Gaza une église, une cathédrale grecque orthodoxe, dans laquelle on trouvait des vestiges juifs. Il y avait une pierre sur laquelle, une stèle sur laquelle il est marqué le Shlom Yaakov Ben Elazar, le Manodot Lael al Makom Akadosh. C'est un remerciement à un généreux donateur qui avait donné, pas pour l'église, pour la synagogue sur laquelle l'église a été construite. Donc, l'église, la cathédrale grecque orthodoxe sur la butte à Gaza a été construite sur le site, sur les vestiges de la synagogue qui a servi la communauté jusqu'au XVIIIe siècle. Et plus intéressant, il y avait dans cette église une colonne qui avait elle aussi récupérée de cette synagogue. Et sur la colonne, on pouvait voir l'écriture, l'éducation, vous voyez à gauche. Hamalach hagoel oti mikol ra, yezakeni la'alot Yerushalayim. Voilà. Donc le malach la bracha de Yaakov, Hamalach hagoel oti mikol ra, le malach qui m'a sauvé de tous mes malheurs, qu'il m'aide à revenir et arriver à Jérusalem. Alors, d'où est-ce qu'on connaît cette colonne? Parce qu'elle a été rachetée par un juif au 19e siècle, quelqu'un qui s'appelait Tzvi Hirschfeld, et qui va l'emmener avec lui. Et donc, si vous voulez voir cette colonne de l'église construite sur la synagogue de Gaza, vous pouvez aller au vieux cimetière de Rishon LeZion, et là-bas, sur la tombe de Tzvi Hirschfeld, vous verrez cette colonne. Tzvi Hirschfeld a créé une ferme agricole Ruchama. Aujourd'hui, c'est un kibbutz, le kibbutz Ruchama dans le Hotef Aza, dans le périphérique de Gaza, autour de la bande de Gaza. Vous voyez, je ne parle pas de la bande de Gaza, parce que la bande de Gaza, le fait que ce soit une bande, c'est une conséquence politique des accords de cessez-le-feu après la guerre d'indépendance. Avant, il n'y a pas de bande de Gaza, il y avait Gaza et sa région, Hevel Aza, la région de Gaza. Et donc, dans cette région de Gaza, Tzvi Hirschfeld a construit un village. Quand son village a été abandonné, il est allé à Rishon LeZion, et sur sa tombe, la famille a mis cette colonne qui vient en fait de la synagogue de Gaza. Voilà, là maintenant vous avez la photo, je ne me rappelle plus je l'avais mis. Là vous voyez une photo dans le cimetière de Rishon LeZion, vous voyez les grands bâtiments de Rishon LeZion derrière. Vous voyez la colonne Hamalach hagoel oti, ce qu'on vient de voir, on a grandi. Et en dessous, c'est l'épitaphe, en fait cette colonne des synagogues de Gaza et la Matseva qui se trouve sur la tombe de Tzvi Hirschfeld à Rishon LeZion. Yechiel Bril, qui est un journaliste qui a un des premiers journaux en Eretz Israël, écrit dans son journal en 1883 que dans la rue des Juifs à Gaza, il a encore vu l'empreinte des mezuzot, parce que je rappelle qu'à l'époque, la mezouza, c'était pas comme nous on fait aujourd'hui un boîtier décoratif qu'on cloue sur la porte, mais on creusait dans la porte et on mettait la mezouza, le claf, on mettait le rouleau de parchemin dans la porte, et après on mettait du plâtre par-dessus. Donc on voit encore ce signe des mezuzot en 1883, bien sûr. Aujourd'hui, les Arabes ont bien sûr calfeutré ces signes, de façon à ce qu'on ne puisse pas dire ce sont des maisons juives. On a le même problème à Hebron, dans d'autres endroits, où ceux qui savent, on sait encore où chercher, on se rappelle les maisons qui étaient des maisons juives, et on voit les signes de la mezouza. Et donc Yechiel Bril, en 1883, atteste avoir vu les mezuzot sur les maisons, enfin l'endroit des mezuzot dans les maisons, et avoir vu cette colonne Hamalach hagoel oti qui était encore à l'époque dans l'église, dans la cathédrale grecque orthodoxe à Gaza. Il y a une mosquée qui, elle aussi, a des reliques juives. Parce que la grande mosquée de Gaza de l'époque, je parle de l'époque, Mesgad el-Jama el-Kabir, la grande mosquée de la ville, elle était construite sur les restes d'une église byzantine, elle-même construite sur les restes d'une synagogue.
Et donc, dans cette mosquée, il y avait une menorah à 7 branches. Vous l'avez dans le timbre qui est au centre. Pardon. Ouais, la menorah, et en dessous, il y a une dédicace des généraux donateurs qui ont donné cette menorah, enfin cette colonne pour la synagogue. Si vous allez aujourd'hui, maintenant je ne sais pas ce qu'on peut encore voir à Gaza, mais déjà en 1978, un archéologue, Issachar Goldrecht, raconte qu'il est allé voir cette menorah qu'il connaissait, mais qu'elle a été entièrement vandalisée. Si vous regardez l'image qui est à gauche, vous voyez qu'ils ont démoli la menorah de façon à ce qu'elle soit moins apparente, et la consécration de la synagogue qui était marquée en dessous en hébreu a été entièrement effacée. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Issachar Goldrecht raconte qu'il est le dernier à l'avoir vu, et il le connaissait. Un jour, en 1978, il a voulu de nouveau aller voir cette colonne, et elle avait été entièrement vandalisée par les Gazaouis. Je vous ai dit que la communauté de Gaza a cessé d'exister à partir de la conquête napoléonienne, donc en 1799. Je fais une petite parenthèse, il faut savoir, Israël a été aux mains des Turcs ottomans pendant 4 siècles, en gros, de 1517 à 1917, environ 400 ans de présence turque ottomane, mais en fait, il y a eu un interlude. Pendant 10 ans, entre 1831 et 1840, les Égyptiens ont pris le contrôle d'Eretz Israël. Et quand les Égyptiens prennent le contrôle, Mehmet Ali et Ibrahim Pacha prennent le contrôle d'Eretz Israël, ils détruisent la synagogue de Gaza et en font une mosquée. Donc la synagogue de l'époque, ils en font une mosquée. Et les Juifs, voyant que cette synagogue est vandalisée par les musulmans qui ont fait une mosquée, ils récupèrent les très belles portes de la synagogue et les transportent à Hebron. Et à Hebron, dans l'image que vous voyez, c'est la synagogue Abraham Avinu de Hebron, après le pogrom de 1929. Elle avait ces portes magnifiques qui venaient de Gaza. Et après le pogrom de 1929, où la synagogue a été complètement vandalisée, les portes ont disparu. Donc on ne sait pas si elles ont été volées, si elles ont été brûlées. En tout cas, ces portes de la synagogue de Gaza ont disparu. Je trouve cette image formidable parce que ça nous ramène en arrière à un texte biblique où Shimshon, le héros biblique, le Shofet, qui a été à Gaza, le texte du Tanakh nous dit que dans le livre de Shoftim, qu'il a pris les portes de Gaza et les a mis à la Har El Mul Hebron. Il les a déplacés pour montrer aux Philistins que j'étais là et j'aurais pu tous vous massacrer. Il a pris les portes de Hebron et les a mis les portes de Gaza, les a mis face à Hebron. Et voilà qu'en 1835, les Juifs prennent les portes de la synagogue de Gaza et les offrent à la synagogue de Hebron. Et malheureusement, en 1929, la synagogue et la communauté de Hebron cessent d'exister et les portes disparaissent. On arrive maintenant à l'époque pré-sioniste d'un mouvement qu'on appelle les Chovevet Sion, les amants de Sion, qui sont d'ailleurs donc ces mouvements qui prônent un retour en Eretz Israël. Je rappelle que quand on parle de l'épopée sioniste et qu'on parle des Moshavot, les villages agricoles, Zichron Yaakov, Rishon LeZion, Petah Tikva, Rosh Pina, ces villages commencent en 1882. Herzl n'est pas encore sioniste. Herzl va fonder le mouvement sioniste en 1897, 15 ans plus tard. Donc en 1882, il y a déjà des gens qui pensent à revenir en Israël. Ce que Herzl va nous apporter, c'est cette idée de faire un État, de construire un État autonome. Mais des Juifs qui reviennent plus en tant qu'individu, mais en tant déjà que collectivité pour construire des villages et pour faire de l'agriculture, ça commence déjà bien avant. Et c'est des mouvements qu'on appelle en gros les Chobetzion. Il y a plusieurs organisations qui s'organisent pour rentrer au pays et faire de l'agriculture. Je laisse cette photo-là. En 1882, on va donc construire un des premiers villages agricoles. Les 2 premiers villages agricoles sont de 1882, Rishon LeZion au sud de Tel Aviv et Zichron Yaakov un peu plus au nord. Et regardons Zalman David Levantin, qui est un des Chovevet Sion qui est venu prospecter la terre d'Eretz Israël. Il est venu avec de l'argent,
pour chercher un terrain adapté à faire de l'agriculture. Il va finalement acheter des terrains d'un village qui s'appelle Ayoub Kara, et là-bas va s'installer Rishon LeZion, donc un des premiers villages agricoles. Alors, il nous raconte comment c'était magnifique, la première nuit passée à Rishon LeZion, Kol halayla lo yashanu, vayachezu machazot kodesh, chizot mine kedem. On n'a pas dormi de la nuit, on voyait des visions avec toute la splendeur du passé, et de voir ce paysage d'Eretz Israël avec la mer en fond de paysage et les montagnes de Judée et les brumes du matin. Enfin, c'était tellement magnifique, on n'a pas pu dormir. Et au matin, on trouve de l'eau. Et donc le matin, ils vont s'exclamer un verset de la prophétie d'Isaïe. Rishon Tzion hine hinam, vous le connaissez de la Havdalah. Et c'est de là que va devenir le nom du village Rishon Tzion. Un instant, mais d'après ce que j'ai marqué, on veut parler de Gaza. Alors pourquoi je vous ramène Rishon LeZion? Mais parce que Zalman David Levontin, qui est cet activiste de Chovetz Zion, qui amène l'argent, qui prospecte le terrain pour chercher où s'installer, son but n'était pas d'acheter des terrains à Rishon LeZion. En fait, l'endroit où il a pensé installer le premier village agricole d'Eretz Israël, c'était Gaza, juste à côté de Gaza. Pourquoi? Vous le voyez un peu plus jeune. C'est pas votre photo. Ça, c'est Zalman David Levontin. En 1882, il arrive donc à Ashdod et à Gaza avec Yosef Feinberg, qui sera un des fondateurs de Rishon LeZion, une première famille qui s'installe. Levontin va retourner en Europe. Il reviendra 20 ans plus tard s'installer à Tel Aviv, à Yafo. Pourquoi est-ce qu'il s'installe? Pourquoi il cherche, il prospecte des terrains près de Gaza? Parce qu'on est à la fin, on est déjà au crépuscule de l'Empire turco-ottoman. Il est évident dans la conjoncture mondiale que l'Empire ottoman va s'écrouler. Et donc, les Européens cherchent à prendre pied à la place des Ottomans. Vous habitez une grande partie d'entre vous habite Jérusalem. Vous connaissez Migrash Haroussim, le quartier construit par les Russes, là où se trouve la police de Jérusalem et la maison d'arrêt de Jérusalem. Il y a l'hôpital Saint-Louis et Notre-Dame de France, construit par les Français. Il y a l'hôpital italien et l'hôpital autrichien. Les Européens s'installent à Jérusalem. Et donc, la région de Yafo, la route Yafo-Jérusalem, c'est la route où tout le monde passe. Il dit, là-bas, on va avoir des gros problèmes. Il vaut mieux aller plus au sud. On sera un petit peu loin des grands axes de communication. La personne nous cassera les pieds et on va s'installer tranquillement et commencer notre village agricole. Et c'est pour ça qu'il va prospecter les terrains dans la région de Gaza. Il va trouver que les terrains sont aptes à la culture, le climat est bon, la terre est bonne, il y a de l'eau, et il veut donc s'installer. Alors, quand il arrive là-bas, comment est-ce qu'on prend contact avec les Arabes locaux, les Bédouins locaux, qui sont les propriétaires du terrain pendant ces années où le peuple d'Israël n'était pas sur sa terre? Ils arrivent à Gaza et là-bas, ils rencontrent quelqu'un qui s'appelle M. Shapira. Alors, ne vous trompez pas, M. Shapira n'est pas juif. Il s'appelle Shapira, oui, il était juif. Il s'est converti et il est missionnaire. Il travaille pour le compte de la mission pour convertir les Arabes de la région de Gaza au christianisme. Et ce monsieur Shapira les accueille chez lui à la maison et va leur dire, je ne vous cache pas que j'ai quitté ma religion dans la religion dans laquelle je suis né, mais je suis resté ami du peuple d'Israël et je suis à votre service avec mes contacts, avec ma connaissance de la région, ma connaissance des cheikhs arabes de la région, ma connaissance de la langue arabe, je vais vous aider à acheter des terrains agricoles. Et donc le lendemain de leur arrivée, ce monsieur Shapira va emmener Zalman David Levontin et Yosef Feinberg prospecter la région. Alors, ils vont chevaucher pendant 2 heures. Kfarim harbe beres mishov aver Yehuda, azdadot velech azam ashkrut levavenu. Et donc, on a beaucoup aimé la région et on est venu en se dire, on va acheter des terrains. Alors, Shapira va leur faire rencontrer un cheikh local qui s'appelle le cheikh Ibrahim et il l'accueille dans sa tente. Je ne veux pas lire le texte en hébreu, mais on a le récit de ce que c'est pour le
Levantine, cet accueil par un cheikh local il décrit la tente en poil de chèvre et le café. Parce que c'est vrai que chez les Bédouins, quand vous arrivez chez un Bédouin, il vous offre le café. Maintenant, le café, c'est pas du café instantané acheté au supermarché. Il prend les fèves de café, il les fait rôtir au feu, cuire au feu. Après, il les pile. Et quand il pile ces graines de café pour faire son café, pour les moudre, alors ça fait du bruit, la façon dont il moud son café. Et ça, c'est un appel aux Bédouins des tentes autour. Venez, il y a un invité. Dans le désert, à l'époque, ils n'avaient pas tous le téléphone, WhatsApp et les réseaux. Donc, s'il y a un invité qui arrive, c'est l'occasion de lui rendre honneur et puis un petit peu entendre des nouvelles du monde, etc. Donc, les Bédouins autour du Cheikh Ibrahim s'assemblent et ils reçoivent donc Levantine. Bruchim yihou la'Allah. Alors, soyez les bienvenus au nom d'Allah. Et on est très content, je vous traduis directement, vous n'êtes pas des Anglais parce que les Anglais, eux, sont des mécréants, ils sont chrétiens. Donc, pour les musulmans, ce sont des mécréants qui vont nous faire transgresser notre religion. Mais les Juifs ont la même croyance que nous. Et donc, on est très content que vous veniez. Vous serez un moteur de développement pour la région. Et quand un des Bédouins va dire oui, mais quand même, c'est des Juifs, ils risquent un petit peu de nous dévier de la pure croyance qu'on a. Alors le troisième va dire, mais Bnei Israël, Achim Heman, ce sont des Juifs, les Juifs sont nos frères. Bon, c'était des sons de cloche un peu différents, enfin pas de cloche puisque c'était des Bédouins, des sons un petit peu différents de ce qu'on entend aujourd'hui à Gaza. En tout cas, ils sont accueillis à bras ouverts. Le problème va être que dans la région de Gaza, il n'y a pas de cadastre. Et donc, un avocat va expliquer à Levantine que c'est très compliqué de faire des achats de terrain. Et c'est pour ça qu'il va se rabattre sur les terrains de Rishon LeZion et le projet de Gaza va être abandonné. Mais donc, le premier village, ce qu'on appelle, donc, je dis c'est encore avant l'histoire du sionisme, puisque Théodore Herzl 1897, mais dans l'histoire du sionisme, on appelle ça les premières colonies agricoles, les premiers villages agricoles sionistes. Mais le premier village agricole sioniste aurait dû voir le jour à Gaza. Voilà, l'histoire en a décidé autrement. Mais pour expliquer ce que j'essaie dans cette conférence, de vous expliquer que Gaza, ça a toujours été Eretz Israël. Et quand les Juifs reviennent au pays, on envisage autant Gaza que la Galilée ou Tel Aviv ou Yafo ou d'autres régions. Gaza, c'est Eretz Israël à tout point de vue. Alors, il y a finalement, les terrains n'ont pas été achetés, mais il y a 4 familles juives qui arrivent de Russie et qui vont s'installer à Gaza. 2 vont acheter un moulin à vapeur pour moudre le blé, parce qu'à l'époque, chaque famille doit moudre son blé pour faire sa farine, pour faire son pain, sa pita le matin. C'est beaucoup de boulot. Ils pensent que la solution va être d'amener un moulin à vapeur et de devenir meunier à Gaza. Mais ce que dit de nouveau notre ami Yechiel Bril, le journaliste courrier à gauche, qui a son journal à Lebanon, le Libanon, c'est marqué en français parce que le Libanon était publié à Paris. Et donc, le Libanon nous annonce que les Arabes étaient très contents quand ils ont vu ce meunier qui arrive avec son moulin à vapeur. C'était une attraction, c'est tout neuf, c'est quoi ce moulin? Donc, ils ont amené leur blé à moudre. Mais dès qu'ils ont été, OK, on a compris, c'est sympa, mais c'est quand même moins cher de faire à la maison. De toute façon, pour la quantité qu'on a besoin pour faire quelques pitotes, on a Fatima à la maison. Il vaut mieux que la femme du Bédouin ou du Gazaouite le fasse à la maison. Ça coûte beaucoup moins cher que de l'amener chez le meunier. Et donc, très vite, ils vont se retrouver en faillite parce que les Gazaouites n'amènent pas leur blé à moudre dans leur moulin. Bien. Là, il y a une erreur dans les photos. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? Pour les Israéliens, vous voyez une boîte de thé. Sachet de thé Vysotsky, oui. Et oui, parce que vous connaissez tous le thé Vysotsky, mais ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est que Vysotsky était un membre éminent des Chovev Tzion. C'était un sioniste avant l'heure, et c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le retour en Eretz Israël. Et lui a une idée. J'ai dit qu'en 1882, on commence les premières communautés agricoles, avec Rishon LeZion, Zichron Yaakov, et plus tard, la fin de l'année, Petar Tikva et Rosh Pina. Mais Vysotsky lui dit, c'est pas comme ça que ça a marché.
Vysotsky, il a une phrase. Gaza sera comme Poniewicz. On va faire de Gaza une ville juive, comme Poniewicz en Europe de l'Est était un shtetl, était un village juif. Pourquoi? Il dit c'est très simple. Les Juifs, nous ne sommes pas des agriculteurs. On a été un peuple d'agriculteurs il y a 2000 ans. Mais depuis qu'on est en exil, on n'est pas des agriculteurs. Maintenant, un agriculteur, ça demande beaucoup d'argent. Il faut acheter des terrains, il faut défricher, il faut acheter des semences, il faut construire des maisons. Il y a un énorme investissement à faire. Et les Juifs de l'Europe, qui doivent quitter l'Europe à cause de la situation catastrophique en Europe de l'Est, n'ont pas l'argent. Alors, ils vont tout de suite être en faillite. C'est pour ça qu'il va falloir que Rothschild vienne les prendre et les aider parce qu'ils ne s'en sortent pas financièrement. Dit Vysotsky, on va faire autre chose. On va s'installer dans les villes qui existent en Eretz Israël. Dans les villes, il y a des maisons à louer. On va pouvoir louer une maison. On n'a pas besoin d'acheter ou de construire. On peut louer un appartement, louer une maison. Dans les villes, il y a du boulot. On est des commerçants. Ben, on peut s'installer, on ouvre un magasin et on peut travailler directement. Donc la solution, dit Vysotsky, c'est que les Juifs qui reviennent en Israël ne doivent pas se tourner vers l'agriculture. Il n'est pas contre. S'il y a quelques Juifs qui veulent faire de l'agriculture, qu'ils le fassent. Mais les masses, pour que les masses juives puissent rentrer en Israël, il faut en faire des citadins en Israël. Et c'est pour ça, il dit, on va créer des quartiers juifs où? Dans les villes arabes, à Lod, à Ramleh, à Nazareth, à Shrem, Naplouse aujourd'hui, Ramleh, Bethléem, Ashkelon, Tyr et Sidon au Liban, et Gaza. Donc le plan est très simple. Le retour en Eretz Israël ne va pas se faire comme le sionisme agricole par un retour à la terre, mais par une installation dans des villes. On va s'installer dans les villes, on va louer des maisons, on va faire du commerce, et c'est comme ça qu'on pourra ramener des milliers et des dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël. Alors, il lance son plan, il va convaincre les chefs de la communauté de Yafo. Les chefs de la communauté de Yafo, un des personnages les plus importants, vous connaissez peut-être de la mosaïque qui se trouve à Neve Tzedek, Chaim Azoulay, qui arrive de Chaim Azalek, pardon, qui arrive de Gibraltar et qui est donc un juif marocain, qui est le consul britannique à Yafo. Et donc il y aura une réunion chez lui avec tous les noms qui sont aujourd'hui tous des rues de Tel Aviv, Abraham Moyal, Aaron Shlouch, Eliezer Rokeach, Chaim Schmerling, Yechiel Michal Pines, Zalman Levontin, Israël Dov Fromkin, ça ce sont des rues à Jérusalem, à Tel Aviv, etc. Et dans cette réunion-là, ils vont mettre au point cette alia que prônait par Vysotsky de commencer à s'installer dans des villes. Maintenant, Amzalek va dire qu'il ne faut pas faire comme Vysotsky a dit. On ne va pas s'installer dans toutes les villes arabes d'Eretz Israël parce qu'on risque d'attiser des jalousies, de l'antisémitisme. On va commencer par 3 villes. On va y aller petit à petit. Et les 3 villes qui sont choisies, c'est d'abord Lod, parce que Lod, c'est juste à côté de Yafo, donc c'est facile de s'installer là-bas. C'est à côté du port, et il y a une communauté de juifs de Yafo, et Chaim Amzalek va demander à des jeunes juifs de Yafo de faire du sionisme et d'aller s'installer à Lod. La deuxième ville va être Shrem, et la troisième va être Gaza. Donc effectivement, à partir de 1885, on va voir des juifs qui arrivent, une communauté juive qui va se monter à Gaza, pour être dans le pendant de ces villages agricoles. C'est le retour des juifs en Eretz Israël. Une petite partie viendra faire de l'agriculture et une grosse partie viendra dans les villes. Et ils sont même très bien accueillis par les gens de Gaza qui voient en eux un moteur de modernité, de développement du commerce, etc. Ils sont très bien accueillis. Et en 1886, de nouveau notre journaliste préféré du Lebanon, Yechiel Bril, annonce qu'il y a déjà 50 familles juives qui se sont installées à Gaza. Donc, 3 ans après la proposition de Vysotsky, ça commence et les Juifs s'installent. Et si je rappelle que la communauté juive de Gaza avait disparu avec l'épopée napoléonienne, en 1885, elle revient. Vous voyez, 80 ans d'interlude et maintenant la communauté de Gaza se reforme. Là, on a un article du journal Hatzvi. Hatzvi, c'est le journal de Eliezer Ben Yehuda, le rénovateur de la langue hébraïque. Et là-bas, il y a un article de Sliman Mani qui raconte sa visite à Gaza, Shisha Asar Balebatim, et il raconte à quoi s'occupent les Juifs qui sont là-bas. Certains s'occupent d'agriculture, ils sont commerçants, ils sont meuniers, etc.
Et ce qui est intéressant, c'est de lire ici, V'rak ahava v'shalom ishkon benehem. Il y a des relations très cordiales entre une communauté juive qui vit dans l'harmonie, c'est rare, c'était vraiment des juifs. En tout cas, il dit, c'est incroyable comment Rak ahava v'shalom ishkon benehem. Mais il y a quelques problèmes. Quels sont les problèmes? Il manque deux choses à Gaza. Il manque un cimetière et il manque un mikvé. Il dit c'est très compliqué. Quand quelqu'un décède, il faut l'amener jusqu'à Hebron ou jusqu'à Yafo. C'est mettre le cercueil sur un chameau qui va marcher pendant des heures. C'est dur pour le niftar, c'est dur pour la famille, ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi le problème du mikvé, les femmes qui doivent aller au mikvé, elles vont à la mer. D'abord, c'est un petit peu dangereux parce que la population est tellement sympathique de Gaza, mais quand même une femme juive qui se promène seule la nuit, elle ne peut pas y aller seule, il faut qu'elle soit accompagnée. Et en plus, elle a peur de se noyer. Il y a des vagues. C'est la mer en Israël, elle n'est pas facile. Et il y a un risque de noyade. Donc, il dit qu'il faudrait vraiment trouver de l'argent pour construire un mikvé et acheter un cimetière. Alors, il y a la solution. La solution juive classique, c'est quoi? Ben, on envoie un émissaire qui va faire le tour des communautés et ramasser de l'argent. Alors ça, c'est la dernier paragraphe. Achel Mizeyamim, Rabbanim, Katvu Ktavim Biyad Echad. Alors il y a un gars qui s'appelle Vazman, qui a reçu des lettres de créance des rabbins de Jérusalem et qui va faire le tour des communautés pour ramasser de l'argent. Mais malheureusement, Omnam lo le Yishuv Aza Asaf Kolzot, rak le Yishuv Bitno. Vata Gamikvotav lo Nodaou. Le gars, il ramasse pas mal d'argent, mais il disparaît avec l'argent et on ne retrouve ni le gars ni l'argent. Et donc, la communauté de Gaza est toujours dans ce problème. Elle n'a pas de cimetière et elle n'a pas de mikvé. La solution va venir. J'ai dit que Slimane Mani disait qu'il y a une tellement bonne entente entre les juifs. Ça me pose un problème. Est-ce qu'ils sont vraiment juifs, ces gens-là? On sait qu'entre les juifs, c'est l'entente cordiale. On s'entend bien, mais bon, chacun chez soi et Dieu pour tous. Alors, regardez ce que dit Mordechai El-Kayam, qui est un des chefs de la communauté de Gaza. Déjà, depuis le départ, au départ, on a 50 familles, il y a déjà 4 synagogues. Bon, ça me rassure, hein, je souffle. Ah, c'est des juifs. Il y a la synagogue des uns, les deux synagogues des Harouatz, et une synagogue de famille Yair, une synagogue de la famille El-Kayam. Chacun a sa synagogue. Et on arrive à ce personnage qui s'appelle Chacham Nissim El-Kayam. Donc, Chacham Nissim El-Kayam est né au Maroc. Sa famille, son père Moshe El-Kayam est arrivé à Jérusalem. Là-bas, Chacham Nissim El-Kayam va être éduqué à Jérusalem par les meilleures autorités rabbiniques. Il va avoir une smicha, il est reconnu comme rabbin. Il en profite aussi d'être jeune pour apprendre le Coran, pour apprendre l'arabe, et finalement sa famille se déplace à Yafo, et avec sa famille, il arrive à Yafo, et de là, il sera un des premiers à s'installer à Gaza quand Chaim Amzalek dira, OK, maintenant on quitte Yafo, et on va s'installer dans les villes arabes. Et il sera très important, ce sera un des chefs de la communauté, un des piliers de la communauté. Il va d'ailleurs vous rappeler le Tzvi Hirschfeld, celui qui a racheté la colonne de la synagogue de Hadza, qui est sur sa tombe à Rishon Tzion, quand il construit sa ferme à Ruchama, c'est Nissim El-Kayam qui va l'aider, puisque Nissim El-Kayam parle l'arabe, et ce sera lui l'intermédiaire pour aider Tzvi Hirschfeld à construire cette ferme de Ruchama. Chacham Nissim El-Kayam va recevoir chez lui tous les personnages importants de l'histoire du sionisme. Vous voyez, il a reçu chez lui Shalom Moyal, Eliezer Okar, Eliezer Ben Yehuda, Yecheskel Sokobolski, Chaim Amzalek, Aaron Shluch. Ça, c'est les gens de Yafo, Neve Tzedek. Donc, il s'agit encore la première aliyah sioniste, même avant. Mais après, il va aussi recevoir Yitzhak Ben Tzvi, Dr Rupin, Dr Taoun, Ben Gurion, Arlozorov. Ça, c'est déjà les jeunes socialistes de la seconde alliance sioniste. Et eux arrivent, donc c'est vraiment le personnage incontournable. Vous le voyez à gauche avec son tarbouche turc et sa grande barbe de patriarche. Ne vous y trompez pas, il était doué d'une force herculéenne et il savait, se défendre, et surtout une utilisation de ses muscles très importante était que
quand les charrettes s'embourbaient dans la boue de l'hiver à Gaza, c'est lui qui venait sortir les charrettes de la boue. C'était quelqu'un qui avait un rabbin, politicien et homme d'action. Et si on a une communauté juive à Gaza, il faut donc un rabbin. Et le rabbin qui va être choisi en 1905, c'est aussi quelqu'un qui est incroyable. C'est un rabbin qui arrive d'Algérie. Il s'appelle Rabbi Nissim Binyamin Ochana. Rabbi Nissim Binyamin Ochana, même chose. Il a étudié à Jérusalem. Il a reçu sa smicha, son ordination rabbinique de deux plus grandes sommités, du Rav Shmuel Salanter, qui était le chef de la communauté ashkénaze, et le Issa Bracha, qui va être le Rishon de Tzion, donc le rabbin, le grand rabbin Safara d'Eretzel, Rav Shaul Eliashar. Le Rav Eliashar, Shaul Eliashar. Donc, qui est armé de ces deux smichot, on lui propose comme premier poste d'être rabbin de côté de Gaza. Et il va faire une chose incroyable, c'est qu'il va ouvrir un Talmud Torah. Bon, on s'attend d'un rabbin à ce qu'il ouvre un Talmud Torah. Il faut qu'il enseigne la Torah aux enfants. Oui. Mais Rabbi Nissim Binyamin Ochana, il ouvre un Talmud Torah en hébreu. Pas en ladino, pas en spagnolite, pas en yiddish, pas en judéo-arabe. Il dit, on est en Israël, on va parler ivrite. Alors, je sais que Ben Yehuda a fait beaucoup pour le retour de l'hébreu, mais il n'était pas seul, il y a encore beaucoup de gens. Et deux personnages très importants, très intéressants sont donc le Rav Ochana de Gaza et Rabbi Yehuda Miragouza à Yafo, qui ont institué l'étude en hébreu. Il a un parcours incroyable. Il sera après rabbin à Haïfa, il sera rabbin des prisonniers du Hetzel dans les geôles anglaises. Mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, donc je me concentre sur l'histoire, la partie de Gaza. Vous vous rappelez que Slimane Mani nous a dit qu'à Gaza, il y a deux problèmes. Il leur manque un mikvé, il leur manque un cimetière. Alors le Rav Ochana va faire ça. Vous voyez ce qu'il écrit dans ses mémoires. Itkanti be'aza mikvé taral nashim. J'ai fait construire un mikvé pour les femmes à Gaza, parce qu'avant, il fallait qu'elles aillent la nuit. Les maris devaient monter la garde et c'était loin, c'était dangereux. Et j'ai acheté un terrain pour faire un cimetière parce qu'on ne peut pas transporter les défunts jusqu'à Hebron, à d'autres chameaux. Donc, il a réglé les problèmes spirituels de la communauté, mais aussi les problèmes matériels de ce qui leur manquait, un mikvé et un cimetière. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est maintenant dans l'image d'après. Il écrit un livre. Bon, dites, bon, il y a un rabbin qui a écrit un livre. Tous les rabbins écrivent des livres. Mais il écrit un livre incroyable. Il a écrit un livre qui s'appelle Veda Mashetashiv Lapikoros. Sache ce que tu réponds à Lapikoros, je ne vais pas traduire maintenant. En fait, c'est un livre de réponse à la mission. La mission est très active. Rappelez déjà que Shapira était un juif qui avait tourné Gaza, qui était converti, qui était missionnaire à Gaza. La mission est très influente à Gaza. Et il faut s'opposer à la mission. Mais qui c'est qui cherche la mission? Les missionnaires ont très vite compris qu'ils n'arriveront pas à convertir les Juifs. Ça fait 2000 ans qu'on vit en terre chrétienne et on a réussi à rester fidèle à notre judaïsme. C'est pas pour rentrer en Eretz Israël et là se convertir au christianisme. Donc les missionnaires comprennent très vite que ça marche pas. Maintenant, s'ils ne convertissent pas de Juifs, on va leur couper les budgets parce que s'ils convertissent personne, alors rentrer à la maison. Si tu veux des budgets, il faut que tu amènes des conversions. Alors, ne pouvant pas convertir des juifs, ils vont convertir des arabes, des musulmans. Alors, ça va énerver énormément les chefs musulmans. Et donc, le chef religieux de Gaza, le cheikh, Abdallah el-Alami, va se tourner vers le rabbin. Il va dire, monsieur le rabbin, donnez-moi des réponses aux missionnaires chrétiens. Quand ils citent des textes des évangiles, que je puisse prouver à mes ouailles musulmanes que cette compréhension des textes de la Bible juive et le Nouveau Testament sont des compréhensions erronées et donc qu'ils ne tombent pas aux mains des missionnaires. Et ce livre que le Rav Ochana écrit comme réponse contre la mission, il l'a écrit conjointement avec le cheikh Abdallah el-Alami. Vous voyez à droite un article du journal Israël Hayom, quand le rabbin et le mufti ont ensemble lutté contre la mission,
Et bon, le livre est écrit en hébreu par le rabbin, mais il écrit à gauche dans la lettre qui explique ce livre, pourquoi il écrit ce livre. C'est une lettre qu'il écrit 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Il explique qu'il a écrit ce livre suite à des réunions que 2 fois par semaine, le moufti venait chez lui à la maison pour étudier les arguments des missionnaires et demander au rabbin de l'aider à trouver des réponses aux arguments des missionnaires. Alors voilà, qui aurait pu imaginer il y a un siècle, c'est 1905, cette collaboration entre le Rav et le Moufti à Gaza pour écrire ensemble un pamphlet contre les activités des missionnaires. Vous vous rappelez que Hirschfeld a construit la ferme de Ruchama, vous le voyez à gauche, habillé comme un bédouin, avec un fusil comme un bédouin, puisqu'il vit parmi les bédouins à la bédouine. Et ce qui est très sympathique, c'est qu'il raconte qu'à Tou Bishvat, en 1914, les enfants de l'école de Gaza, de l'école juive de Gaza, ont fait une excursion. Le mot n'existait pas en hébreu, donc il l'a inventé. Ils ont fait une excursion et ils sont venus planter des arbres chez nous à Ruchama. Donc, comme Chacham Nissim El-Kayam avait aidé Hirschfeld à créer cette ferme-école, et comme l'école, c'est El-Kayam qui l'a construite, donc il y a de très bons liens, et on fait les balades, les excursions à Ruchama. Regardez, à Poel Hatzaïr, c'est le journal d'un mouvement politique des ouvriers agricoles, le mouvement de Ben Gurion à l'époque, qui écrit en septembre 1910 les relations entre les Arabes et les Juifs sont excellentes et jamais aucun Juif de Gaza n'a souffert du fait qu'il est juif. Et ça, c'est en 1910. Un siècle est passé et la situation a très légèrement évolué, mais pas dans le bon sens. Alors là, je ne comprends plus qui sont ces personnages. Vous connaissez ce gars-là? Meir Dizengoff? C'est un personnage qui va construire un quartier juif à côté de Jaffa. Il va s'appeler Ahuzat Bait, et de là va émerger une ville, et ce sera le maire légendaire de Tel Aviv, Dizengoff d'ailleurs. Il y a la rue Dizengoff à Tel Aviv, boulevard Dizengoff. En bas, il y a Roupin qui est le délégué du mouvement sioniste à Yafo, qui rachète les terrains pour le mouvement sioniste, et Tahoun qui fait partie du bureau sioniste. Et ces gens-là décident qu'ils ont construit donc Ahuzat Bait, ils ont construit un quartier résidentiel à côté de Yafo. Yafo, c'est une ville arabe, surpopulation, qualité de vie zéro, hygiène moins que zéro, et donc ils décident de créer un Ahuzat Bait comme une ville moderne avec une qualité de vie, avec une hygiène, avec de l'eau courante, avec l'électricité, etc. Et voyant que ça marche, ils disaient pourquoi on ne réitérerait pas en faisant aussi une ville moderne à côté de Gaza? Gaza, c'est comme Yafo, il y a un très beau front de mer. Il y a des terrains qui appartiennent au gouvernement, donc on peut s'y installer. Et donc, ils vont décider d'aller acheter des terrains à l'ouest de Gaza, entre Gaza et la mer, pour construire une deuxième Tel Aviv, qui aurait pu être construite à Gaza. Finalement, ça ne s'est pas fait, la vente n'a pas été conclue. Mais sur ces terrains-là, a été construit Rimal. Vous entendez la nouvelle? Rimal, c'est le quartier résidentiel de Gaza. C'est là où habitent tous les chefs du Hamas, tous ceux qui se remplissent les poches de l'aide humanitaire européenne, américaine, et qui habitent dans des villas. Vous voyez à gauche à Rimal, il y a quelques semaines, avec la mer en fond de paysage. Vous voyez aujourd'hui Rimal qui souffre pas mal de bombardements de Tzahal. Mais de nouveau, alors, on a parlé de Gaza qui aurait pu être la première Rishon LeZion, la région de Gaza aurait pu être le premier village agricole. On voit que Gaza aurait pu être le second Tel Aviv. Donc, de nouveau, on a tellement d'habitude, on nous a bourré le crâne que qu'est-ce qu'on fout à Gaza? On va à Gaza parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut chasser le Hamas, parce qu'on va chasser le Hamas et puis après on trouvera un médiateur. Non, Gaza, c'est Eretz Israël, exactement comme Rishon LeZion, comme Tel Aviv, et dans le plan sioniste, on a pensé s'y installer. Ça ne s'est pas fait. C'est peut-être aujourd'hui le réveil on reçoit de quelqu'un haut, dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous réinstaller à Gaza? C'est Eretz Israël, tout comme Rishon LeZion et Tel Aviv. Alors, quelque chose qui a été entièrement effacé de l'histoire sioniste, c'est qu'après ces efforts agricoles de Levantine et après l'installation urbaine
de Vysotsky. Et après la volonté de faire une ville comme Tel Aviv par Dizengoff, il y a un nouveau groupe qui se crée à Jérusalem avec un personnage à gauche que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas le visage, vous connaissez moins la rue, parce que de nouveau, il y a des rues partout. Rabbi Yoel Moshe Solomon. Rabbi Yoel Moshe Solomon, c'est une rue à Jérusalem, à Nachlaot, Nachalat Shiva, pardon. C'est lui qui a créé Nachalat Shiva, il a créé Petar Tikva, il a construit beaucoup de choses. Et il veut faire un village agricole à Gaza. Pour cela, il va rencontrer le Rav Kook, il va créer un groupe, ils vont recevoir des directives du Rav Kook, ils vont écrire un protocole pour leur organisation. Finalement, il y aura des problèmes, c'est que le cadastre à l'époque est géré par les Égyptiens, qui refusent d'enregistrer, de faire des achats au cadastre, et refusent d'enregistrer les Bédouins dans le cadastre. Donc, il y a un problème légal et finalement la vente ne se fait pas. Et de nouveau, ce village agricole de Juifs, maintenant, de Juifs de Yishuv Yashan, qui voulaient s'installer là-bas, des Juifs donc très religieux, ne va pas s'installer non plus à Gaza. Il y aura une famille qui va habiter à Khan Younes. Maintenant, on en parle maintenant. Khan Younes, c'est le sud de la bande de Gaza. C'est maintenant là que se déploie l'activité de Tzal. Il y a une famille, la famille de Yosef Yair, pardon, qui s'installe à Khan Younes comme seule famille juive. Ils vont acheter énormément de terrain. Et Yosef Yair, son fils en tout cas, Meir, pardon, son fils s'appelle... Pardon. Fils, oui, Chaim. Chaim, lui, va être, voilà, voyez une photo de Chaim. Chaim, lui, va avoir une idée. J'ai sauté un petit peu jusqu'en 1934. Il a décidé de faire un village, un village agricole juif sur des terres qui lui appartiennent, à côté de Tselim, un des villages dont malheureusement on a entendu beaucoup parler le 7 octobre. Et comme le mouvement sioniste ne suivait pas, il a décidé de façon autonome de faire un village agricole. Et son plan était de faire toute une suite de villages entre Beersheba et Gaza sur des terrains qui lui appartenaient. Malheureusement, ça n'a pas marché. Au début du XXe siècle, les Turcs vont agrandir le port de Gaza parce que le port de Gaza est un port très très actif. Je rappelle qu'une communauté juive, les Juifs sont des commerçants. Quel commerce on fait à partir de Gaza? Un petit peu d'orange et de blé, mais les deux grandes exportations à partir de Gaza, vous ne le croirez pas, c'est la première exportation de Gaza part vers l'Angleterre. Si je vous dis Liverpool, qu'est-ce qu'on exporte de Gaza? Bon, Liverpool, c'est la capitale du textile, mais ce n'est pas de la gaz qu'on envoie de Gaza. Ce qu'on envoie de Gaza au début du XXe siècle, c'est de l'orge. Il s'avère que l'orge du Negev est le meilleur orge pour faire la bière en Angleterre. Tous les brasseurs de bière en Angleterre veulent de l'orge du Negev. Et cette orge qui est moissonnée par les Bédouins est amenée au port de Gaza et de là exportée vers l'Angleterre. Maintenant, vous vous rappelez peut-être que j'ai dit que quand les premières familles sont venues s'installer sur les instigations de Vysotsky, j'ai dit que parmi les familles, il y avait une famille qui s'appelait Arwatz, qui a construit une synagogue, une famille très riche. Les Arwatz arrivent de Gibraltar. Et justement, Chaim Amzaleg leur a dit, venez vous installer à Gaza. Vous avez un grand avantage. Gaza, c'est un grand exportateur d'orge pour le malt, pour la bière en Angleterre. Maintenant, vous, habitant à Gibraltar, vous avez la citoyenneté anglaise. Donc, vous aurez toutes les facilités d'avoir des permis d'importation anglais pour pouvoir faire ce commerce. C'est comme ça que les Arwaz vont s'installer à Gaza et vont recevoir le monopole de l'exportation du malt pour l'Angleterre. La deuxième exportation qui se fait à partir de Gaza, c'est une petite pastèque très amère. En hébreu, on l'appelle la hana, les Arabes l'appellent handal. Et c'était en fait la base c'était très important dans l'industrie pharmaceutique. Toute la production est achetée par les industries pharmaceutiques en Allemagne. C'est surtout pour faire de la quinine et d'autres remèdes contre la malaria. Et donc, ce commerce-là est aux mains des Juifs de Gaza. Mais pour permettre ces exportations qui amènent aussi beaucoup de droits, de frais de douane, etc.,
à l'État turc-ottoman. Les Turcs agrandissent le port. Le port n'a jamais été un grand port. Vous voyez une photo du port de pêcheurs de Gaza il y a quelques mois, parce que maintenant, ça n'a pas tout à fait cette ère-là. Et vous voyez, comprenez que les bateaux ne pouvaient pas rentrer dans le port. Les bateaux, les grands bateaux stationnés au large, et les Arabes, avec leurs barques, prenaient les cajots et les amenaient vers les bateaux qui attendaient au large. Donc ça, c'était au XXe siècle. Donc c'est un petit peu de l'histoire du côté méconnu. Il y a encore 30 diapos qui suivent. Mais là, on n'a plus le temps. Je dis encore, tout ça, c'est encore sans arriver au Gush Katif. Il y a eu encore des essais de s'installer à Gaza juste après la Première Guerre mondiale en 1919 par des soldats qui avaient été libérés de l'armée anglaise et qui ont voulu recevoir des terrains pour faire un village agricole. Finalement, ce village va se créer à côté de Natania, ceux qui connaissent Moshav Avichail. Mais Avichail, à l'origine, aurait dû se créer à Gaza. Et encore beaucoup d'histoires très sympathiques. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous faire comprendre que, Gaza, ce n'est pas le bourbier de Gaza, mais c'est une partie intégrante de l'État d'Israël. Malheureusement, la communauté de Gaza a disparu en 1929, dans le pogrom de 1929, comme la communauté de Hebron. Les Anglais ont décidé de chasser les Juifs. C'est à cause les Arabes ont fait un pogrom et la conclusion des Anglais était de chasser les Juifs. Et donc, à partir de 1929, il n'y aura plus de Juifs à Gaza. Alors, vous croyez peut-être qu'en dans les années 70, on a refait le Gush Katif, mais non, il y a eu encore plusieurs tentatives de s'installer à Gaza, des tentatives mentionnistes en 1940, en 1956, mais ça, c'est une autre conférence à une autre occasion. Je voudrais terminer, puisqu'on est à la veille de Hanouka, par un verset qui se trouve dans le livre de Hashmonaïm, donc le livre des Maccabées. C'est un discours de Shimon Hashmonaï. Shimon Hashmonaï, c'est un des frères, des 5 frères Maccabées qui ont fait la guerre, les frères Hashmonaï qui ont fait la guerre contre les Grecs à Hanouka. Yehuda, c'est le plus connu, mais ils étaient 5 frères. Et après la mort de Yehuda, c'est Shimon qui va, à la fin, ce sera Shimon qui sera le chef des armées d'Israël. Et il va se passer ce qui se passe actuellement aussi. Chaque fois, c'est que Shimon va gagner le combat contre les Grecs. Et donc les Grecs vont dire, OK, tu as gagné la guerre, alors maintenant, bon, pousse, maintenant tu nous le rends, on fait des accords, on fait un accord de paix et tu nous rends le terrain que tu nous as pris. Ça rappelle des choses modernes, OK. Alors voilà la réponse de Shimon et j'espère que Benjamin Netanyahu, Hanouka aura lu cette réponse et pourra la donner à nos amis européens, américains et autres. Shimon Hashmonaï répond au chef grec, Lo eretz nochia lakach. Nous n'avons pas conquis un pays étranger. Velo berechush zarim ishelanu. Et ce n'est pas le bien de personnes étrangères. Kim nachalat avoteinu, il s'agit de l'héritage de nos pères, asher nichbesha be'etz minaitim, qui dans les aléas de l'histoire a été conquise, belo mishpat, de façon illégale, et quand on a eu la force de le faire, nous l'avons reprise. Alors, Shimon Maccabi dit ça à l'époque pour des terrains dans la région de Akko, mais on peut le dire aussi dans la région de Gaza. Lo eretz nochia lakachnu, il ne s'agit pas d'un pays étranger, c'est notre pays. On a vu que le mentionniste a essayé de s'installer, de faire de l'agriculture, ça c'est dans les villes, parce que c'était évident que Gaza a toujours fait partie de la terre d'Israël. Il y a toujours une communauté juive à Gaza. Et je voudrais finir, comme je finis ces derniers temps, d'abord on voit ici des soldats Chazarnu Habaita. On est revenu à la maison Gush Katif, qui était ce qu'en Israël se rappelle la couleur orange, qui veut dire Gush Katif. C'était les manifestations contre le démantèlement, le désengagement du Gush Katif. Donc on est revenu aujourd'hui, on est au Gush Katif. Et je voudrais terminer par une prière, la prière que, en général, je finis souvent par la prière pour les soldats, mais je pense que combien que cette prière est importante, et aujourd'hui, malheureusement, le fils d'un de nos voisins à Jérusalem est tombé à Gaza, Yezichro Baruch. Je voulais finir par ce soldat et ses enfants qui chantent
non pas la tfila pour la réussite des soldats, mais la tfila pour Shlom Amdina, pour la réussite de nos dirigeants, qu'ils prennent les bonnes décisions. On va écouter quelques notes. Je peux que m'associer à cette fila. Ushlach orcha vamitecha lerashea sarea vyoasea. Envoie ta lumière et ta guidance aux chefs de l'État et à leurs conseillers. Betaknem betza tova milefanecha, et donne-leur les bons conseils que tu as leur donner pour qu'ils réussissent là pour Am Israël.